Donc, le désir est une émotion, la pulsion, elle est physiologique. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Sexologiquement Vôtre. Les gens vont vous dire, moi j'ai l'orgasme, mais j'ai pas de plaisir. Quel traitement vous allez lui donner? Je suis Éric Roger. Dans cet épisode, j'interviewe avec Audrey Manceau-Labroche François de Carufel, qui est formateur en sexologie clinique. François de Carufel, il a créé un mode d'intervention et de compréhension de la sexualité humaine qui s'appelle la thérapie sexofonctionnelle. Petit disclaimer, François est notre formateur et vous écoutez un podcast qui a été créé au sein de l'ATSF, l'association qui fait la promotion de la démarche de François de Carufel. Dans les prochains épisodes du podcast, on va traiter toutes sortes d'approches sexologiques différentes, mais pour le tout premier, ça nous semblait plus logique d'interviewer la personne qui nous a formés et grâce à qui on est réunis aujourd'hui. Vous allez découvrir les fondements de cette approche sexologique, ce qui fait son intérêt, ainsi que le parcours de François, entre autres avec Jean-Yves Desjardins. Jean-Yves a été mon professeur et il s'est inspiré beaucoup de Wilhelm Reich. Et Jean-Yves, il a sexologisé la sexologie. Vous allez voir que c'est une approche très pragmatique de la sexualité et, entre autres, un accent fortement mis sur la réponse sexuelle. La réponse sexuelle comprend aussi une activation émotionnelle. Donc, en sexo-fonctionnel, on travaille sur ces deux dimensions de la réponse sexuelle. Cette interview a été préparée et menée en collaboration avec Audrey Manceau-Labroche et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour Éric, bonjour Audrey, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les fondements théoriques et les applications pratiques de la thérapie sexo-fonctionnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment cette approche est née? Quelles sont ses racines? Donc, elle a des origines lointaines quand même et elle a été développée suite à ma collaboration avec Jean-Yves Desjardins, le fondateur de l'approche sexo-corporelle. Donc, Jean-Yves a été mon professeur et il s'est inspiré beaucoup de Wilhelm Reich, qui était un disciple de Sigmund Freud, et ensuite d'Alexander Lowen, le fondateur de la bioénergie, qui ont mis beaucoup l'accent sur le rôle du corps dans le développement de la névrose. Donc, la névrose n'est pas seulement intrapsychique, elle a une dimension corporelle. Et à partir de cette constatation que l'être humain fonctionne non seulement dans sa tête, mais aussi dans son corps, Jean-Yves a développé l'approche sexo-corporelle au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal dans les années 70. 70 pour nos amis belges et suisses. Et donc toi, tu as travaillé avec son équipe, c'est bien ça? Donc, moi je suis entré au département de sexologie à l'âge de 19 ans en 1970, donc ça fait quand même un bon 50 ans. Mais j'ai quand même toujours seulement 33 ans, ça vous l'avez déjà compris. Et ne vous fiez pas aux dates. Donc, en 70, Jean-Yves a développé le département de sexologie avec d'autres professeurs. Et ensuite, il a développé son approche sexo-corporelle qu'il a enseignée. Et moi, je l'ai suivi en tant qu'étudiant, ensuite en tant que collaborateur et développeur de cette approche sexo-corporelle. Par la suite, Jean-Yves a pris une tangente, moi j'en ai pris une autre, et j'ai développé la thérapie sexo-fonctionnelle à partir des éléments fondamentaux de l'approche sexo-corporelle. Ça m'a permis de développer de manière très structurée la compréhension de la sexualité et de la sexologie, ainsi que de mettre sur pied des traitements très concrets, très structurés, qu'un thérapeute peut appliquer quand il n'y a pas d'autre blocage à l'exercice de la sexualité du patient, que le thérapeute peut appliquer de A à Z, ce qui est vraiment très utile. Lorsque d'autres facteurs entrent en ligne de compte et nuisent au fonctionnement sexuel du patient, eh bien, le thérapeute va en tenir compte et ne fonctionnera pas de manière rigide et structurée en suivant un traitement de A à Z, mais en l'adaptant, parce que les traitements sont adaptables à la situation de sa patiente ou de son patient.
En quoi la thérapie sexofonctionnelle se distingue de la thérapie sexocorporelle, du coup? Les fondements théoriques sont les mêmes. Il y a de nouvelles idées, il y a des divergences, et il y a surtout le fait que les traitements sont structurés. Jean-Yves était très fort dans le diagnostic, mais ce n'était pas sa force d'élaborer des traitements. Donc, les gens étaient un peu sur leur faim, leur appétit. Qu'est-ce que je vais faire avec mon patient? Je le comprends, mais qu'est-ce que je vais faire? En sexofonctionnel, les traitements sont bien élaborés et il y a une meilleure structuration des fondements théoriques. Ça, sans vouloir discréditer Jean-Yves, Jean-Yves avait une pensée picturale, il pensait par image, et moi je pense par concept, ce qui est très différent. Donc Jean-Yves, on lui demandait, pourrais-tu nous donner ta définition de l'anorgasmie? Et là, Jean-Yves disait, oui, l'anorgasmie, c'est... Justement, j'ai eu une patiente dernièrement qui avait cette condition-là, et là, il raconte l'histoire de cas. Donc, on était fascinés. Mon Dieu, c'est incroyable tout ce qu'il comprend. Mais il ne donnait pas une définition conceptuelle de l'anorgasmie, donc on restait sur notre faim. Donc, j'ai une pensée différente qui me permet de définir facilement les différents concepts et d'élaborer les traitements à partir de cette définition-là. D'accord. Au niveau des différents mouvements, tu nous as parlé par exemple au début de Freud, Freud qui est présenté pour simplifier comme étant le père de la psychanalyse. Est-ce que pour toi on peut dire que la plus grosse différence du sexo-corporel d'abord et ensuite du sexo-fonctionnel, c'est que la psychanalyse est très centrée sur la façon d'aborder la sexualité au niveau conceptuel. Jean-Yves, son approche, c'était extrêmement centré sur le ressenti, sur le comportement, sur ce qui se passe au moment du rapport sexuel. Donc pour caricaturer, au lieu d'interroger par exemple sans arrêt le rapport aux parents ou à des notions qui peuvent être un peu éloignées, parfois un peu abstraites, vraiment recentrer sur le déroulé, le ressenti au niveau de la chambre à coucher. Et ensuite, par rapport à cette approche-là, t'as voulu apporter un peu plus de structure au niveau des définitions et de l'accompagnement thérapeutique. C'est toujours un peu ce que j'essaie de faire moi d'ailleurs pendant mes consultations, c'est un peu reformuler ce que j'ai compris pour valider. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que tu as des ajouts ou des corrections à apporter? Non, tu as bien présenté, c'est excellent. Donc, Freud s'intéressait au psychisme et il faisait de la psychologie. Et Jean-Yves, il a sexologisé la sexologie. Qu'est-ce que ça veut dire, sexologiser la sexologie? C'est lorsqu'on aborde une problématique sexuelle, on l'aborde dans ses dimensions sexologiques. J'ai eu un patient qui a consulté une assistante sociale en Belgique et pour un problème d'éjaculation prématurée. Donc, l'assistante sociale a travaillé à l'intérieur de son cadre théorique, conceptuel et pratique. Elle a interrogé le patient sur les dimensions familiales et relationnelles qu'il avait. Et elle a découvert que cet homme-là avait une jeune adolescente de 14 ans qui commençait à avoir des difficultés à l'école. Il a des préoccupations qui semblent assez importantes par rapport à sa jeune fille. Donc, elle a été interrogée pendant 5 rencontres sur sa relation avec la fille, sur les espoirs qu'il avait, les déceptions. Elle n'a jamais parlé de sexualité. Quand il est venu me consulter, on a parlé de sexualité. Et j'ai pu l'aider à résoudre son problème en se centrant sur son fonctionnement sexuel. Donc, le fonctionnement sexuel, c'est ce que font les gens durant leur activité sexuelle. C'est la manière dont ils se comportent, dont ils pensent. Et si jamais les préoccupations qu'il a envers sa jeune adolescente interfèrent avec son fonctionnement sexuel, oui, on peut se dire, bon, ça c'est important de travailler là-dessus maintenant, sur sa relation avec sa fille, sur les émotions qu'il vit par rapport à ça. Mais lorsqu'il est dans la relation sexuelle et qu'il n'y pense pas une seule seconde, eh bien, ce n'est pas un facteur qui crée des conditions difficiles à l'exercice de son fonctionnement sexuel.
Donc, on sexologise la sexologie parce qu'on parle de sexualité et on a des fondements théoriques pour parler de sexualité. Donc, la thérapie sexo-fonctionnelle s'intéresse à la réponse sexuelle. Donc, c'est le champ d'intervention de la thérapie sexo-fonctionnelle. Donc la réponse sexuelle, pour les gens qui ne sont pas formés, c'est la réponse sexuelle biologique qui a été découverte et décrite par Masters and Johnson dans les années 60. La réponse sexuelle comprend deux grandes dimensions, deux grandes activations. Donc, celle dont tu viens de parler, la réponse physiologique, l'activation physiologique, a été effectivement décrite par Masters and Johnson durant les années 60. Réponse physiologique. Donc, c'était un médecin, un psychologue, et ils se sont centrés dans leur traitement sur l'obtention de la réponse physiologique. Et ça donne des traitements centrés sur la réponse physiologique. Mais la réponse sexuelle comprend aussi une activation émotionnelle. Donc, les principaux éléments sont le plaisir sexuel, la satisfaction et le désir sexuel. Donc, en sexo-fonctionnel, on travaille sur ces deux dimensions de la réponse sexuelle. Et lorsqu'on se centre seulement sur la réponse physiologique, mais on est satisfait en tant que thérapeute si la personne a sa réponse physiologique. Par exemple, le traitement de l'éjaculation prématurée. Qu'est-ce que Masters et Johnson proposait et qu'on propose encore en thérapie cognitivo-comportementale? C'est la compression pénienne. Donc, la femme stimule le pénis, elle compresse son pénis, et lorsqu'il dit « mon besoin d'éjaculer est disparu », on peut continuer l'activité sexuelle. Donc, on joue, on intervient sur sa réponse physiologique. En sexo-fonctionnel, on intervient aussi sur sa dimension de plaisir. Donc, l'interaction avec sa partenaire non interrompue par une compression pénienne et enrichie par des activités, des interactions à la fois érotiques et sentimentales, donc, et amoureuses. Si ils doivent interrompre les activités sexuelles pour s'assurer que la réponse physiologique, l'excitation ne monte pas trop rapidement, et puis on est centré sur la physiologie, on ne se préoccupe pas de l'interaction. C'est pas très agréable, c'est pas très esthétique, c'est pas très érotique de dire à sa compagne, bon, peux-tu me serrer le gland du pénis, s'il vous plaît, parce que je vais pouvoir durer plus longtemps. Donc, ce n'est pas érotique, mais on est satisfait en tant que thérapeute parce qu'on atteint le but que l'on voulait atteindre, prolonger la durée de la pénétration. Donc, en sexo-fonctionnel, on s'occupe à la fois de la réponse émotionnelle et de la réponse physiologique. Un exemple d'un homme, d'une femme qui va parvenir à l'orgasme en mettant l'accent sur la stimulation clitoridienne durant le coït. Donc, oui, elle va obtenir ce qu'on appelle l'orgasme, mais est-ce qu'elle va l'obtenir avec plaisir? Si elle est tellement focalisée sur son clitoris et pas centrée sur l'interaction avec son conjoint, mais centrée sur ses sensations clitoridiennes et qu'elle parvient à la décharge avec beaucoup d'efforts, est-ce qu'on appelle ça quelque chose d'érotique et d'agréable? La dimension psychologique est mise de côté parce qu'on se dit elle va atteindre une réponse physiologique de décharge que les gens appellent orgasme. Donc, elle est guérie. Elle a, au niveau sexuel, atteint son but, cette décharge physiologique dans un cadre d'isolement centré sur ses sensations. Et le mari, le conjoint, le partenaire, le compagnon devient quasiment un instrument vibratoire pour permettre à cette femme-là d'obtenir durant le coït, d'obtenir une montée d'excitation et de décharge. On met de côté l'interaction érotique entre l'homme et la femme dans ces approches physiologiques-là. Donc, en sexo-fonctionnel, on met l'accent sur la complémentarité érotique, sur l'interaction sexuelle entre l'homme et la femme, l'interaction érotique et amoureuse. Donc, il faut savoir utiliser son corps, sa respiration pour pouvoir interagir avec la personne, avec son partenaire, avec sa conjointe, avec son
conjoint. Ok. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a réussir à réunir en même temps les contraintes physiologiques, se comporter correctement et de façon adéquate pour réussir à obtenir le type de résultat qu'on cherche à obtenir, que ce soit par exemple, t'as parlé de la stimulation du gland du clitoris pour atteindre l'orgasme. Il y a le côté approche émotionnelle qu'on peut retrouver aussi dans les TCC, par exemple celle de la troisième vague sur la gestion des émotions, mais il y a aussi la prise en compte de l'érotisme de la situation au niveau du couple. Et l'harmonisation du Exactement. couple, Donc, effectivement. pour obtenir Audrey, une réponse sexuelle fonctionnelle, donc en sexo-fonctionnel, on définit la réponse sexuelle fonctionnelle comme étant la réponse sexuelle que désire atteindre, qui convient au patient, qui assure sa satisfaction. Donc, ça peut être très différent de la réponse sexuelle qui est définie dans les nosologies classiques où on définit l'obtention de l'orgasme, la durée de la pénétration et tout ça. Donc, c'est le client qui définit ce qui lui convient. Donc, on n'utilise pas le terme santé sexuelle parce que c'est impossible de définir de manière opérationnelle en clinique ce qu'est la santé sexuelle. Par exemple, pour une femme, est-ce que c'est d'atteindre l'orgasme 10 fois sur 10? Et là, on va dire non, c'est quand même trop exigeant. Donc, elle peut être en santé sexuelle si elle l'atteint 9 fois sur 10. Mais pourquoi 9 fois? Pourquoi pas 5 fois? Comment est-ce qu'on définit la santé sexuelle? C'est impossible à définir. Une réponse fonctionnelle, est-ce qu'elle est satisfaite d'atteindre l'orgasme 2 fois sur 10 et les autres fois, elle est heureuse de participer à une interaction avec son conjoint? Ou est-ce que pour elle, ça serait d'atteindre l'orgasme 8 fois sur 10? Donc, quels sont les critères de sa satisfaction? Évidemment, il faut quand même tenir compte de la réalité. C'est pas nécessaire de traiter toute la psychologie d'une personne pour se dire ah, elle est en santé sexuelle parfaite, en santé psychologique parfaite, donc elle va avoir un fonctionnement sexuel adéquat. Parce qu'on peut régler beaucoup de problèmes financiers, émotionnels, de personnalité chez une personne, mais si elle ne connaît pas un fonctionnement, si elle ne sait pas ce que c'est qu'un fonctionnement sexuel adéquat, ben, elle n'aura jamais une réponse sexuelle fonctionnelle, même si elle est en bonne santé psychologique. Un exemple, donc, j'ai eu une patiente qui s'endormait lors des relations sexuelles, pendant que son partenaire lui faisait un cunnilingus quand même appliqué, généreux, altruiste, amoureux. Donc, elle recevait ce cunnilingus et elle s'endormait. Pourquoi? Parce que pour elle, sa conception de la sexualité, c'était un lieu de bien-être et de confort, et non un lieu d'excitation et d'érotisme. Donc la sexualité, c'est pour être bien, c'est pour être confortable. Et elle avait pris des cours de yoga où on apprend à respirer de manière hygiénique et efficace pour se détendre. Donc, elle faisait ses respirations yogiques appliquées, suivies, régulières, qui font disparaître la tension musculaire et font disparaître l'excitation sexuelle et l'amènent lentement vers le sommeil. En bonne santé psychologique, mais fonctionnement sexuel inadéquat, non centré sur l'érotisme, sur la recherche du plaisir, sur le fait d'interagir sexuellement avec son partenaire, mais sur le fait de rechercher un confort, un bien-être corporel et émotionnel. Donc, on voit que le côté émotionnel et le côté physiologique peuvent être complètement non en accord. C'est intéressant, la définition de l'orgasme. Donc, un orgasme, c'est une décharge physiologique vécue avec plaisir. Lorsque cette décharge est vécue dans le déplaisir, on ne parle plus d'orgasme, on parle de décharge anédonique, de décharge sans plaisir. Parce qu'un orgasme, c'est à la fois la réponse physiologique, la décharge, et la réponse émotionnelle, le plaisir. Donc, on ne peut pas avoir d'orgasme sans plaisir en sexo-fonctionnel. C'est important parce qu'il y a des gens qui vont venir vous consulter, qui vont vous dire « Moi, j'ai l'orgasme, mais je n'ai pas de plaisir. » Donc, dans votre tête, vous allez vous dire « Bon, elle a un orgasme, elle a du plaisir. Sans plaisir, il y a quelque chose qui ne va pas. » Qu'est-ce que la personne a? C'est une réponse physiologique de décharge, l'équivalent de l'éjaculation chez l'homme.
Mais vécu dans le déplaisir, ce qu'on retrouve dans la stimulation clitoridienne où la personne devient trop tendue pour avoir du plaisir. Elle parvient à la décharge, mais le plaisir, elle l'a après, quand les douleurs et la crispation disparaissent. Là, elle a une forme de plaisir reliée à l'apaisement, pas à la montée de l'excitation. Donc, la décharge, elle est soit vécue avec plaisir, là on parle d'un orgasme, soit vécue de manière neutre ou dans le déplaisir, on parle de décharge neutre ou anédonique, sans plaisir. Donc, il me semble qu'on dit aussi le terme d'orgaste. Ah, ok. La différence entre orgaste et orgasme. Donc, ça vient de Jean-Yves, et là, les concepts sont clairs, mais le choix des mots prête à confusion. Donc, la décharge physiologique, les spasmes, contraction du plancher pelvien, mouvement de l'arc réflexe, contraction des abdominaux et tout ça. Donc, la réponse physiologique, Jean-Yves appelait ça, la décharge, il l'appelait l'orgaste. Parce qu'il a lu un jour, peut-être une faute typographique d'un article américain, orgastic discharge. Donc, et dans les formations, les gens parlaient d'orgasme, d'orgaste. Un attendait te, l'autre attendait me. Grande confusion. Donc, on oublie le mot orgaste, qui n'a pas d'origine étymologique. Orgasme en a une. Et on parle de décharge physiologique. Donc, c'est une réponse du corps. Elle est vécue de quelle manière? De manière agréable ou désagréable? Quand c'est vécu de manière agréable, on dit que la personne a un orgasme. Et lorsque c'est vécu de façon désagréable, on ne dit pas qu'elle a un orgaste anédonique. Ça devient vraiment trop compliqué, inutile. Elle a une décharge anédonique, sans plaisir, ou une décharge hédonique, c'est-à-dire un orgasme. C'est une nuance, surtout lorsque les gens vont vous dire, moi j'ai l'orgasme, mais j'ai pas de plaisir. Qu'est-ce que je fais? Quel traitement vous allez lui donner? Donc, si vous faites du sexo-fonctionnel, la dimension émotionnelle est trouble, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? J'avais le cas d'un jeune homme étudiant en administration au Québec, qui disait, moi, j'ai plus de sensations quand j'urine et j'en ai aucune quand j'éjacule. Je ne sens rien quand j'éjacule. Et par contre, quand j'urine, j'ai aucun problème, je sens le fait d'uriner. Donc, j'étais jeune thérapeute à l'époque et je me disais, est-ce qu'il a un désordre neurologique? Mais il sent, et quand il urine, il sent, il a toutes les sensations normales. Donc, finalement, avec le traitement, parce qu'en sexo-fonctionnel, on fait une évaluation primaire de base pour définir la problématique. Et ensuite, lors de l'enseignement, on élimine les problèmes médicaux, les problèmes psychologiques, les problèmes interpersonnels. Et lorsqu'on fait le traitement sexologique, en même temps, on fait l'évaluation séance par séance des dimensions sexologiques. On n'évalue pas toutes les dimensions sexologiques et après on fait le traitement. On fait le traitement et par exemple, à la séance numéro 2, on lui demande est-ce que vous utilisez la technique de retenue? Est-ce que vous essayez de retenir l'éjaculation quand vous sentez que vous êtes prêt d'éjaculer? Oui, je le fais. Qu'est-ce que vous faites? Je serre les dents, je retiens ma respiration, je serre les fesses et je rapproche les cuisses. Donc là, on a un portrait de sa manière de fonctionner pour retenir l'éjaculation. C'est une manière inefficace. Donc on lui enseigne comment faire pour retarder la venue de l'éjaculation et non la provoquer par un excès de tension musculaire. Donc ce jeune homme-là utilisait une position supérieure sur sa partenaire et il faisait des mouvements de pénétration en utilisant ses pieds. Donc il était en position de pompe, de push-up au Québec, de pompe au-dessus de sa partenaire, en appui sur les mains, les bras étendus, le corps allongé, et les jambes droites. Il faisait le mouvement de pénétration en poussant avec ses pieds ses orteils. Donc, il était complètement tendu. Le sport, c'est la position du gainage où on se met en appui sur les coudes ou sur les bras et on tient la position, c'est très fatigant. Ouais. C'est comme faire une planche au gymnase. Ouais.
Mais lui, il le faisait à bout de bras complètement, donc même pas sur les coudes, à bout de bras. Il faisait de la muscu, donc... mais son corps était bien tendu, les quadriceps, les abdominaux, les pectoraux, les triceps bien contractés. Les pauvres petites contractions de l'éjaculation se faufilaient dans un ensemble énorme de tension musculaire, donc il ne sentait rien. Et quand il a appris à changer sa position lors de l'éjaculation, ben là, il a senti. Et il n'avait pas un problème neurologique. Donc, le fonctionnement sexuel va déterminer le plaisir que la personne va avoir et le cours de son excitation. Est-ce qu'elle va prolonger? Est-ce qu'elle va avoir du plaisir? Est-ce qu'elle va stagner? Pour pouvoir moduler son excitation, la faire monter, la faire descendre et se fusionner à son conjoint, à sa conjointe, eh bien, il y a une motilité corporelle à connaître qui fait qu'on peut s'harmoniser à deux et moduler le cours de l'excitation et le plaisir et diversifier les émotions entre les deux personnes. Pas seulement mécanique, amoureux, intime, partage, fusion amoureuse, être attentif à l'autre, échanger, avoir du plaisir à deux. Donc, la thérapie sexo-fonctionnelle met l'accent sur, oui, l'atteinte de la réponse physiologique, mais aussi le vécu personnel et interpersonnel. François, quels sont les traitements qu'aborde la thérapie sexo-fonctionnelle? Tout ce qui a trait, tout ce qui touche aux dysfonctions sexuelles est enseigné dans la formation en thérapie sexo-fonctionnelle. Au lieu de parler de dysfonction sexuelle, on va parler d'objectifs de la part du patient. On évalue avec le couple en présence les objectifs de chacun pour soi et les objectifs du partenaire pour l'autre. Donc, il y a des hommes qui se sentent mal à l'aise quand leur épouse n'atteint pas l'orgasme. Donc, à ce moment-là, on est vraiment dans le domaine de la connaissance sexuelle et on peut expliquer qu'une femme peut être très heureuse en n'obtenant pas l'orgasme à chaque fois ou même jamais. Ça dépend des femmes. Comment faire pour augmenter l'excitation? Comment faire pour augmenter le plaisir? Comment faire pour s'abandonner, pour lâcher prise? Comment faire pour parvenir à l'orgasme? Et comment faire pour être satisfait? Parce que la satisfaction, ce n'est pas évident. La satisfaction, l'apaisement, c'est une chose après la décharge, mais la satisfaction, il y a quand même un travail psychologique à faire pour être tolérant. Tolérant envers soi-même et tolérant envers l'autre. Pour mettre ça de manière plus classique, donc problème érectile, éjaculation prématurée, anéjaculation ou éjaculation retardée, difficulté à parvenir à l'orgasme lors du coït, et aussi chez la femme, excitation, plaisir, orgasme et désir. En passant, le désir, on a une position très particulière en sexo-fonctionnel. On distingue la pulsion sexuelle et le désir. Ce n'est pas la même chose. Donc, la pulsion sexuelle, c'est une donnée physiologique qui est bien dépendante des hormones et chez la femme, des cycles hormonaux. Donc, une dimension sexologique, on peut faire une belle comparaison avec l'appétit alimentaire. La faim, donc on a faim, c'est une donnée physiologique. Donc, on peut avoir faim sans avoir le désir de manger. Vous êtes en voyage d'une ville à l'autre, vous êtes délégué commercial pour une entreprise, vous avez faim, vous êtes dans la voiture et vous vous dites « Moi, je pourrais arrêter ici pour manger, mais je ne désire pas manger cette nourriture-là. » Donc, vous avez faim, vous avez en sexualité, vous avez la pulsion, mais vous n'avez pas le désir d'arrêter à tel endroit. Je vais arrêter là où je vais aller. Je connais un bon restaurant dont la nourriture, elle n'est pas cuite avec des graisses surcuites et bonne pour la santé. Même chose pour une femme qui se dit, ou cette même femme-là qui revient de son périple de délégué commercial, qui arrive à la maison, son conjoint est froid, est distant, et
scotché d'un côté sur le téléphone et de l'autre sur l'ordinateur. Il joue 2 jeux en même temps. Il est froid, il est distant, ils arrivent dans le lit, il veut faire l'amour. Mais même si elle a la pulsion sexuelle, l'envie de faire l'amour, elle n'a pas le désir de partager un moment d'intimité avec lui quand il est froid comme un poisson. La seule chose qu'il désire, c'est d'éjaculer à l'intérieur d'elle. Donc, elle n'a pas le désir de faire l'amour avec lui à ce moment-là, même si elle a sa pulsion sexuelle. Donc, ce sont 2 choses différentes. Et il y a des gens qui vont vous dire, moi, écoutez, j'ai plus de désir sexuel. Un homme vient vous consulter, j'ai plus de désir sexuel. Vous croyez qu'il n'a plus de pulsion sexuelle. Ah, mais il a encore une pulsion sexuelle, même très forte. Il pense à la sexualité, il a des images intrusives à la sexualité, il regarde les personnes de manière sexuelle, même il se masturbe, il regarde parfois des images sexuelles sur son téléphone ou sur Internet. Mais il n'a pas le désir d'avoir une activité sexuelle avec sa femme parce qu'il a un problème érectile. Et que la dame, une petite farceuse dans les repas de famille, on sait bien, Julien, c'est plus comme avant. Tout le monde a compris que Julien avait un trouble érectile. Ben, ça, il ne veut plus l'entendre. Il ne veut plus être avec elle dans le lit et subir un échec sexuel, de ne pas avoir d'érection. Donc, il a une pulsion, ça bouge à l'intérieur de lui, il a un intérêt envers la sexualité, mais il n'a pas le désir de. Donc, le désir est une émotion, la pulsion, elle est physiologique. Et qu'est-ce qui donne du désir? C'est d'avoir un projet sexuel. J'aimerais faire l'amour avec ma partenaire, mais là, j'aimerais pas faire l'amour avec elle parce que je n'aurai pas d'érection. Donc, il n'a pas un souhait qui l'amène à avoir l'émotion de désir. Donc, on aborde le désir et la pulsion sexuelle, on fait l'évaluation des 2. Où une femme peut avoir des pulsions sexuelles, mais n'a pas beaucoup d'imagination érotique. Donc, elle n'aura pas de projet érotique, même si ça bouge à l'intérieur d'elle, même si elle a des sensations dans son ventre, parce qu'elle n'a pas un imaginaire érotique développé. Ça ne fait pas partie de sa culture personnelle et sociale. On aborde le désir et la pulsion de manière comme étant 2 entités différentes et qui se traitent de manière différente chacune. Tu proposes 1 ou 2 formations par an, c'est ça? C'est ça, une formation par an maintenant. Elle a lieu à l'automne, donc ça débute à la fin de septembre. Les gens peuvent trouver l'information sur le site sexofonctionnel.com, la thérapie. D'accord, donc peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter l'épisode, normalement dans la description de l'épisode, il y aura également le lien. Bonjour, petite interruption au moment du montage, comme la question n'a pas été correctement enregistrée, je vais la reformuler maintenant. François, est-ce que pour traiter les dysfonctionnements sexuels, l'approche sexo-fonctionnelle pure, est-ce qu'elle est toujours suffisante? Je me rappelle toujours, dans un congrès, j'ai rencontré une participante qui avait suivi la formation 5 ans plus tôt. Elle me dit, François, j'ai une confidence à te faire. Je ne fais pas uniquement du sexo-fonctionnel. J'ai une confidence à te faire, moi aussi. Je ne fais pas uniquement du sexo-fonctionnel. En consultation. Donc, le sexo-fonctionnel, c'est un mode d'intervention, de compréhension de la sexualité humaine. Mais le patient, c'est une personne humaine avec différentes multidimensionnelles. Donc, c'est important de tenir compte de l'ensemble des dimensions. Et si vous êtes habilité pour traiter quelques-unes de ces autres dimensions, bien, vous le faites. Sinon, vous référez une personne capable d'aider. En général, on réfère un médecin quand c'est une problématique médicale. Ou un psychologue si vous êtes assistante sociale ou une autre personne si vous n'avez pas le chapeau, la casquette d'assistant social ou de psychologue. Donc, sexo-fonctionnel se concentre sur le fonctionnement sexuel. Mais le clinicien, la clinicienne aborde la personne dans sa globalité et pas seulement dans son fonctionnement sexuel. Et donc, on abordait que tu as un nouveau livre à venir. Ah, le prochain livre, il est en phase terminale et j'espère qu'il va être en phase terminale avant moi-même.
Ce sera plutôt 2026. Oh, 2026, oui, absolument. Très Voilà. bien. Bah écoutez, merci beaucoup François pour toutes tes explications, pour toute cette présentation. Merci du coup d'avoir été la première personne à répondre à notre interview en commun avec Audrey. D'ailleurs avec Audrey, on a prévu pour certaines interviews que ce soit des interviews qui se fassent à deux comme on a fait aujourd'hui, mais il y a aussi des interviews où on sera un peu séparés, où Audrey sera seule à interviewer quelqu'un, et pareil de mon côté. Donc merci encore François. Moi, j'aimerais vous féliciter de votre initiative. Donc, félicitations pour votre initiative. Et j'aimerais être tenu au courant. Longue vie au podcast. Et merci beaucoup. Merci encore une fois. Bah merci à Merci à toi. toi. Merci à toi François. J'allais dire qu'on se retrouverait très bientôt dans de nouveaux podcasts avec des nouveaux intervenants dans des prochains. Oui, on a trois autres épisodes déjà qui sont calés, et on est en train de contacter d'autres personnes pour les prochains épisodes. Donc tout ça est en route. Bien entendu, ça prend toujours un peu de temps, mais en tout cas, on est content de vous retrouver. On a hâte de publier de nouveaux épisodes et on espère que ce petit projet va pouvoir se développer. Et bah sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.